Voilà, donc aujourd'hui, Montmartre, c'est 17 lieux d'accueil en France. On est sur 4 régions. On a développé des activités autres comme la formation. On est aussi organisme de formation BAFA et on intervient également dans les écoles, dans les crèches. Et nos intervenants sont principalement des artistes. On est 130 salariés, c'est à peu près 75 équivalents temps plein. Et on est sous statut associatif avec une partie sectorisée au sens fiscalisé et une partie non lucrative. Je ne sais pas si j'en dis assez, mais de toute façon, on y reviendra dans la conversation. Ça marche, merci Chantal. Donc bonjour à tous, moi je suis Jérémy Bataille, je suis donc le fondateur de FlexJob. J'ai deux casquettes au sein de FlexJob, je suis le dirigeant, mais j'ai également une casquette de facilitateur. Donc FlexJob existe depuis 4 ans, on est un collectif de 10 personnes, plutôt basé à Lyon, même si on intervient sur toute la France. Et on a vraiment comme raison d'être et inscrit au fond de nos convictions qu'on est en train de vivre un certain nombre de mutations qui fait que le monde du travail est impacté et notamment l'organisation du travail. Et en tout cas, voilà, FlexJob œuvre à faciliter l'émergence de ces nouvelles façons de travailler qu'on va avoir l'occasion de regarder ensemble, qui sont diverses et variées. Je suis ravi aujourd'hui et merci du coup le Move de nous permettre avec Chantal de pouvoir évoquer ce qui sont une partie de nos convictions, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait aujourd'hui partager. On n'a pas la prétention d'être des sachants et de savoir ce qu'il faut faire pour repenser son modèle d'entreprise. On va plutôt se baser sur notre expérience, on va plutôt se baser sur ce qu'on a pu vivre, ce que nous, à titre personnel, en tout cas chez FlexJob, on a l'occasion de partager avec nos clients de tous horizons, des industriels, des entreprises de services, quelques associations. Voilà, on a vraiment à cœur d'être aujourd'hui dans une dynamique de partage et on souhaiterait orienter ce webinaire en 3 grands temps, comme l'évoquait Clément, avec la possibilité à chaque fin de grand temps de pouvoir poser vos questions via le chat de la conversation Zoom. Donc, le premier grand temps qu'on vous propose, avant de se dire finalement comment repenser son modèle d'organisation de gouvernance qui, soit dit en passant, pourrait prendre une bonne semaine de webinaire et qu'on n'aurait pas fini de faire le tour. On va essayer de regarder pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se pose toutes ces questions-là et pourquoi repenser son modèle finalement avant de se dire comment. En deuxième grande partie, on regardera des clés de succès, peut-être des points communs qu'on a pu observer au sein de différentes entreprises et on essaiera de l'agrémenter de pas mal d'exemples de Montmartre, de FlexJob et puis peut-être aussi d'un ou deux témoignages que vous pourriez avoir sur ces questions-là, parce que je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez une sensibilité sur ces questions. Donc certainement que vous avez dû expérimenter des choses. Et enfin, on se focalisera sur finalement cette période actuelle qui est une période très particulière. Est-ce qu'elle n'est pas riche d'opportunités? En tout cas, sur quoi est-ce qu'on pourrait s'appuyer dans nos entreprises sur la période pour finalement enclencher une dynamique de réflexion pour repenser son modèle d'organisation? Du coup, je vous propose comme premier élément pour regarder un petit peu ce pourquoi, on va essayer d'y passer pas trop de temps pour consacrer plutôt à la phase de retour d'expérience. On aime à dire qu'il y a un alignement de plusieurs planètes. On est quand même en train de vivre une période de profonde mutation, j'en ai parlé tout à l'heure, et j'aimerais m'arrêter sur 3 planètes qui me semblent être vraiment des planètes à observer, en tout cas observer l'impact qu'elles ont sur nos vies et sur nos organisations du coup et sur le travail. La première et qui est peut-être la plus évidente, et quoique on parle de transformation numérique, alors on peut parler de plein d'autres termes qui sont utilisés derrière ça. Pour moi, cette transformation numérique, c'est avant tout une révolution anthropologique. J'aime beaucoup ce que dit Michel Serres, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, philosophe et anthropologue français, qui évoque que c'est une révolution anthropologique et que c'est la troisième. Ça veut dire qu'il y en a eu 2 auparavant. Il y a eu celle de l'écriture et celle de l'imprimerie. Et lorsqu'on observe finalement l'impact qu'a pu avoir la révolution de l'écriture et celle de l'imprimerie sur nos manières de travailler, sur nos dynamiques sociales, on peut imaginer que cette troisième, qui est le numérique, donc l'ordinateur et Internet, si on résume, va avoir des impacts très profonds, notamment du fait d'un phénomène d'accélération très fort. Elle impacte notre dynamique de transmission de l'information. C'est pour ça que moi, j'aime bien associer la transformation numérique à une disruption des supports de communication. C'est vraiment finalement une révolution de la transmission de l'information. Donc, émettre et recevoir, c'est une transformation profonde du traitement de l'information et du stockage de l'information. J'aime bien citer ce petit exemple. On a peut-être parmi vous des iPhones posés sur votre coin de table. Il faut savoir que la capacité de calcul d'un iPhone, c'est 6000
fois plus élevé que la capacité de calcul de l'ordinateur qui a permis à Apollo 11 d'aller sur la Lune. Donc, c'est quand même une prouesse technologique en l'espace de moins de 50 ans. Si on regarde la capacité de stockage, peut-être que certains d'entre vous ont eu des Macintosh dans les années 90. On tenait dans une main une disquette de 400 kilooctets, qui était le disque dur du Macintosh. Aujourd'hui, dans la même main, 25 ans plus tard, on peut tenir un disque dur d'1 téraoctet de données, c'est-à-dire 2,5 millions de fois plus de capacité de stockage. Ces phénomènes d'accélération très forts dans le monde de l'entreprise, ça amène des bouleversements très forts en termes de business model, en termes d'activité, en termes de concurrence, et ça demande forcément beaucoup d'agilité. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur cette transformation numérique qui est largement documentée par ailleurs. Il y en a une deuxième, un deuxième alignement de planètes. Alors forcément, c'est des systèmes complexes qu'on essaye un petit peu de simplifier ici. Tout est lié. Moi, je l'appelle le renouveau du travail. On est quand même en train de vivre une période où il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le sens au travail. Les leviers de motivation d'hier sont plus ceux d'aujourd'hui. Il y a une recherche d'équilibre vie pro, vie perso qui est beaucoup plus fort et qui impacte beaucoup plus le choix d'entreprise qu'on va pouvoir faire, la manière dont on va aussi organiser le travail. Je citerai cette étude des Échos qui a été menée en 2018 qui interrogeait un panel de personnes de 19 à 31 ans et à la question « Qu'est-ce que vous souhaitez voir le plus changer dans le travail ?» Les deux éléments qui ressortaient, c'était l'organisation du travail et l'équilibre vie pro, vie perso. Et ça témoigne vraiment d'une attente différente vis-à-vis du travail. Et donc forcément, quand on se parle de performance d'entreprise ou quand on se parle d'évolution de modèle, l'attente qu'on a et la valeur qu'on attache au travail, elle a une importance. La troisième planète qui pour moi est importante à regarder, et en termes de planète, c'est la prise de conscience écologique, les enjeux environnementaux qui aujourd'hui sont de plus en plus présents et bien heureusement, je crois, en tout cas qui amènent des changements de mode de consommation, qui amènent une approche nouvelle de la société et donc qui repense en profondeur aussi le rôle social et le rôle environnemental des entreprises. Et donc, quand on tire la pelote, on arrive à finalement cette question de l'organisation du travail. On peut citer le télétravail comme moyen de réduire aussi les déplacements. Donc voilà, il y a pas mal d'autres phénomènes qu'on aurait pu aborder aujourd'hui, des mutations politiques, des mutations économiques. Pour moi, ces trois mutations-là sont peut-être celles qui sont le plus structurantes. Certains parlent de génération Y, de génération Z. À titre personnel, j'en suis pas très familier parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, on est tous impactés. Donc peut-être qu'il y a un terreau plus fertile chez certains qui n'ont pas connu des normes ou qui n'ont pas connu l'avant. En revanche, pour moi, ces différentes planètes, ces différentes mutations, elles amènent finalement à questionner ce qui a fait le succès de nos entreprises d'hier. Vous voyez peut-être ceux qui reconnaissent l'illustration du livre de Frédéric Laloux. À titre personnel, c'est une conviction qui est quand même aujourd'hui pas mal partagée. On a un modèle qui arrive à bout de souffle, ce modèle pyramidal basé plutôt sur le triptyque commandement, exécution, reporting, qui à mon sens, et je serais curieux aussi d'avoir le témoignage de Chantal là-dessus, mais qui à mon sens ne permettra pas de répondre à ces enjeux qu'il y a devant nous, ne permettra pas de répondre à ces enjeux de complexité, à ce besoin d'agilité et aux nouvelles attentes de collaborateurs, de managers dans les entreprises. Et donc, sont en train de naître, et c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, de nouveaux modèles basés sur un paradigme nouveau. Je parle bien au pluriel. Pour moi, il n'y a pas un seul modèle. Et peut-être que la révolution industrielle, il y a 150 ans, a fait émerger un modèle, notamment théorisé par Taylor et bien d'autres, mais en tout cas qui peut être un modèle qui s'est imposé de partout. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, de nouveaux modèles naissent et des modèles qui sont basés plutôt sur un triptyque autonomie, responsabilité, coopération versus le triptyque commandement, exécution, reporting des entreprises qui, à mon sens, arrivent à bout de souffle. Chantal, est-ce que tu souhaites compléter ce rapide exposé Oui, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que quand même, on parle beaucoup d'entreprise, mais moi, j'aime bien le mot organisation. Pourquoi? Parce qu'une organisation, c'est plusieurs êtres humains qui, à un moment, décident ensemble ou on choisit d'être là. Enfin, je vous souhaite d'avoir des gens qui choisissent de vous rejoindre dans vos entreprises, en tout cas. Et donc, quand on parle d'organisation, c'est une addition d'êtres humains qui doit faire une force, en fait. Et si, moi, j'ai envie de revenir sur les besoins fondamentaux de n'importe qui sur la planète, c'est très universel. Chaque être humain a ce besoin
d'accès à la connaissance, de sécurité, d'être en bonne santé, d'être respecté, d'avoir une forme d'équilibre et de se réaliser. Donc, une fois qu'on sait ça, clairement, nos entreprises sont des endroits où on peut atteindre et aider chacun à développer son potentiel. Donc, à partir du moment où les conditions sont posées pour que chacun développe son potentiel, une fois qu'on met tout ça ensemble, a priori, et avec tout ce que vient de dire Jérémy, on doit pouvoir faire une organisation apprenante, responsable, autonome, qui avance et qui va dans le bon sens. Donc, clairement, moi, le modèle à bout de souffle, ça me parle et à la fois, ça ne me parle pas parce que moi, j'ai construit Montmartre en fonction de ce que je voulais porter comme idée et comme valeur et comme vision, en fait. Donc, je crois que si tout ça est réuni, on doit pouvoir y arriver. Du coup, je me permets une petite phrase aussi, puisque Jérémy est allé là-dessus. Edgar Morin disait tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Donc, de toute façon, nos entreprises sont vouées à évoluer tout le temps, en fait. On est dans une dynamique d'évolution permanente. Et c'était vrai hier, sauf que certains ont juste oublié de le faire, en fait. Mais on a toujours à repenser nos modèles. Ouais, je compléterai, on aura l'occasion d'y revenir, qu'il y a ce phénomène d'accélération en fait. Et donc peut-être ce qui était vrai hier, ce que tu dis Chantal, sur des temps plus longs, aujourd'hui c'est des temps plus courts et donc il faut le faire plus régulièrement. Et on parle beaucoup effectivement d'entreprises apprenantes, d'entreprises agiles, qui sont aussi des termes valises, hein, où on met beaucoup de choses derrière, on aime bien. Mais on va essayer de regarder ensemble quelques clés de succès. Est-ce que Clément, tu as déjà des premières questions ou peut-être une personne qui a envie de témoigner, de prendre la parole pour donner un petit peu son avis, en tout cas ce qui peut-être ça lui fait ressentir ces premiers éléments-là. On a peut-être le temps d'un premier témoignage. Alors, dans le chat, on n'a pas de première question, mais n'hésitez pas, voilà, s'il y a quelqu'un dans les participants qui veut partager un point de vue, vous pouvez activer votre micro et votre vidéo, hein. On est friand de témoignages, donc n'ayez pas peur. Pour l'instant, aucune réaction, mais sur ce changement de paradigme, qui est un petit peu une introduction de toute manière du vif de sujet que vous allez évoquer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je reviens sur ce que j'ai pu dire auparavant, hein, qui pour moi me paraît quand même être fondamental. Ce qui va vous être évoqué ici sont des pistes de réflexion, des pistes de questionnement nourries d'exemples. Chaque entreprise est singulière, chaque organisation est singulière. Je mets entreprise avec un grand E, j'inclus les associations, j'inclus toute organisation du travail, est singulière et doit trouver son propre modèle, doit se réinventer par ses parties prenantes. Et j'aimerais aujourd'hui vous montrer et échanger avec vous quelques clés de succès qu'on a pu partager avec Chantal en préparant, que l'on peut vivre nous en interne au sein de FlexJob parce qu'on se construit aussi sur des modalités de ce type-là. Et puis par notre métier d'accompagnement et de facilitateur, on a pu observer. Le premier, et tu l'évoquais Chantal, pour moi c'est peut-être la raison d'être et la vision partagée. Ce que je mets derrière ça, c'est finalement comment aller chercher une cohérence entre la raison d'être d'une entreprise, ce pourquoi elle existe, les valeurs que parfois elle affiche et puis son fonctionnement interne. Comment permettre finalement à chacun de pouvoir s'imprégner des valeurs, les faire vivre et surtout garantir une cohérence entre ce qui peut être dit et ce qui est fait et vécu. Donc ça, c'est le premier élément. Chantal, je vais en évoquer trois et puis je te donnerai la parole pour que tu puisses compléter si tu es d'accord. Le deuxième qui pour moi est un des éléments clés, on parle de transformation numérique et donc on parle aussi de mutation de métier à travers les transformations numériques. Et quand on parle de mutation de métier, on parle aussi de remplacement de certains métiers. Je pense qu'il faut en avoir conscience et pas se cacher derrière ça. Et peut-être ce qui fera pour moi la force des entreprises de demain, c'est la dynamique de coopération. C'est pour moi là où va se créer la valeur dans l'interaction entre les parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Donc, comment repenser son modèle de coopération? Qu'est-ce que la coopération? Peut-être posez-vous cette question dans vos entreprises. Ça veut dire quoi coopérer? C'est quoi une bonne coopération? Ça serait quoi l'idéal d'une bonne coopération? Puisque, à mon sens, c'est vraiment là où vient se nicher vraiment la valeur ajoutée des entreprises de demain. Et encore une fois, j'insiste, hein, tant dans la coopération interne que dans la coopération externe avec les indépendants, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et la plupart des entreprises qui cheminent sur ce nouveau paradigme d'entreprise plus responsabilisante
passe beaucoup de temps à questionner ces modèles de coopération, les dynamiques interpersonnelles, les dynamiques de gestion de la valeur aussi qui est créée dans la dynamique du travail. Forcément, quand on se parle de coopération, quand on se dit que la valeur ajoutée d'une entreprise va être de plus en plus basée sur ces liens, naturellement arrive la question de la gouvernance des entreprises et du rôle des dirigeants. Alors, quand je parle de rôle des dirigeants, il y a le rôle effectivement du dirigeant quand il y en a un ou deux, mais il y a le rôle aussi des managers. Et peut-être là, c'est un point clé, je crois, peut-être le point clé sur lequel on va peut-être pouvoir s'attarder. Finalement, dans ces entreprises, que devient le manager qui, dans une entreprise plutôt pyramidale, avait un rôle parfois de contrôle, de reporting, finalement le « je pense donc tu suis ». Quel va être son rôle demain dans des organisations beaucoup plus responsabilisantes? Il y a quelques pistes autour finalement du manager coach, du manager facilitateur, celui qui va être un régulateur de l'information, celui qui va être garant finalement de la coopération, celui qui va être garant du contexte, garant de l'environnement dans lequel la coopération va se faire, et qui va être celui qui va créer peut-être cette mayonnaise, qui va être apporter les ingrédients au bon moment. En tout cas, il y a un vrai sujet autour de la gouvernance, il y a un vrai sujet autour des rôles managériaux. Et j'aimerais, Chantal, si tu es d'accord, te donner la main là-dessus parce qu'on en a discuté. Vous avez fait pas mal de choses sur une échelle d'entreprise assez importante. Je pourrais donner quelques exemples également de clients et puis de FlexJob si vous le souhaitez, donc d'une entreprise de 10 personnes qui peut-être est représentée par les personnes qui sont là aujourd'hui dans le webinaire. Ok. Alors, je reprends quand même parce que je suis un peu bonne élève là, les trois parties. Ouais, la vision partagée, mais c'est fondamental en fait. J'ai envie de dire que l'entreprise, elle ne peut pas tenir si ça, ce n'est pas validé et revalidé. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait au départ pourquoi on monte son entreprise, puis un an après, on sait toujours un peu, mais quand les premiers problèmes arrivent, on est un petit peu dans la tempête. Tout d'un coup, ça devient moins clair, il y a le brouillard qui arrive. Et il faut re-questionner sans arrêt. Alors, j'ai envie de dire qu'il faut rester sur un modèle où le why, le pourquoi, reste au milieu et reste central. Il y a un schéma que j'aime bien qui est le schéma de Simon Sinek, qui est le cercle d'or. En gros, c'est les modèles d'entreprise qui, moi, me semblent être le plus durable et celles qu'il faut promouvoir. C'est quand on met le pourquoi au milieu, ensuite le comment et le what en dernier, le why, how et what. Ça marche mieux que nos anciens modèles où on mettait le what au milieu, le comment on va faire et le pourquoi, éventuellement, on se posait la question après. Donc, le pourquoi on fait les choses, honnêtement, reposez-vous la question. Nous, tous les ans, à chaque séminaire, on réécrit le pourquoi. C'est-à-dire, non seulement on se le redit, mais on s'oblige à refaire l'exercice de le réécrire. Réécrire la vision. Pourquoi notre entreprise existe et à quoi on sert en gros. Donc là, ça questionne aussi à quel besoin on répond. Donc, quand on parlait d'écologie tout à l'heure, moi, je vais rajouter la dimension aussi sociale, sociétale. Le pourquoi on répond, Montmartre, nous, pourquoi on est là? On répond à des besoins des parents, des besoins éducatifs des enfants et des besoins de lien social dans les quartiers. Et donc, quand on écrit nos copies, à chaque fois, c'est à quelle problématique on s'attaque, qu'est-ce qu'on pense pouvoir faire, et après, le comment on le fait, ça arrive en dernier finalement. La solution et le service, il se construit en fonction des questions d'avant en fait. Donc, je vous invite à faire ce petit déroulé régulièrement et évidemment pas tout seul parce que vous pourrez toujours écrire tout ça dans votre coin. Ce n'est pas forcément utile puisque si elle n'est pas partagée, ce que disait Jérémy, ça ne marchera pas. Donc, clairement, ça doit émerger du groupe en fait. Et ce n'est pas un exercice facile, vraiment pas. Donc, voilà. La coopération, évidemment, ça va de soi. Alors, pourquoi ça va de soi? Parce que sinon, c'est quoi si ce n'est pas la coopération, c'est la compétition. On voit quand même des organisations qui se sont débrouillées pour organiser de la compétition en interne, à l'intérieur d'un même bureau. Enfin, ça fait quand même un peu hallucinant, puisqu'a priori, on travaille pour la même entreprise, le même service, et puis tout d'un coup, on deviendrait des ennemis. Enfin, ça paraît complètement inouï. En fait, quand on coopère, qu'est-ce qu'on fait? On crée un terrain commun. Le terrain commun, c'est que tout le monde va s'y retrouver puisqu'on partage. On est bien d'accord que tout le monde est gagnant. Et l'objectif, c'est que tout le monde apprenne ou gagne. Il n'y a personne qui perd dans la coopération. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on additionne des forces, on est très compétitif en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on coopère, on est bien meilleur. Donc, nous, à Montmartre, la coopération, elle est partout puisque chez les enfants,
on les éduque à la coopération. En fait, ça fait partie de nos pédagogies. C'est dans les 3 grands axes de pédagogie de Montmartre depuis 18 ans. C'est de voir qu'il y a beaucoup d'individualisme dès le tout petit. Ça commence tout petit. Et que finalement, ce n'est pas inné de coopérer. Donc ça s'apprend. Il faut apprendre à coopérer. Ça veut dire apprendre à prendre un rôle, assumer son rôle, prendre ses responsabilités, pouvoir dire, pouvoir être contre. Et si on est contre, assumer. Et voilà. Donc tout ça, ça se travaille et on apprend à le faire. À Montmartre, on a été formés, aussi nous, les entrepreneurs, le comité de direction, mais à tous les niveaux, on a suivi des formations sur la coopération, donc le co-design, décider ensemble, être dans l'intelligence collective, c'est pas si intuitif que ça. On a des fois du mal à s'extraire de soi et on a tendance à vouloir, on n'écoute pas, on veut donner son avis. Bon, c'est courant, vous avez tous vécu ça. Et moi, parfois, je dérape encore, comme tout le monde, j'imagine. Mais c'est pourtant important. Donc, ça m'amène, je ne sais pas, Jérémy, si Oui, je compléterais, ça me fait réagir ce que tu évoques. Effectivement, la dynamique de communication est sous-jacente à la coopération et tu parles de formation et du coup, il y a des choses autour de la communication non violente, la communication par les émotions. Voilà, on peut l'appeler de plein de manières différentes, mais c'est apprendre finalement peut-être à fonctionner dans nos modes de dialogue de manière différente. Et chez FlagJob, on s'est pas mal formé aussi sur cette question de la communication non violente et aussi de mettre de nouveaux rituels de gestion des conflits, de gestion des tensions qui peut apparaître. Je ne sais pas si au sein de Montmartre, vous avez mis en place ces systèmes de régulation. Et avant que tu répondes à cette question, je compléterai juste peut-être la différence qu'on peut faire entre coopération et collaboration. Et c'est peut-être justement derrière la raison d'être et la vision partagée qu'on trouve la différence. C'est que coopérer, c'est aller tous ensemble dans un même but, alors que collaborer, c'est travailler ensemble sur quelque chose de commun. Mais peut-être pour moi, ce qui fait la différence entre collaborer et coopérer, c'est la dynamique d'aller ensemble vers une vision commune, voilà, et une raison d'être commune. Oui, oui, donc régulation des conflits, évidemment, il y a des tensions, on est sous tension permanente. Il y a beaucoup d'incertitudes, on est des entreprises sociales. A priori, si vous vous êtes connecté, c'est que vous avez aussi cette coloration. Donc clairement, on n'arrête pas d'innover, on n'arrête pas de chercher des modèles économiques, on ne sait pas, on tâtonne et pourtant on grandit. On a des envies de démultiplier nos impacts puisque le premier parti pris qu'on prend, c'est d'impacter et positivement la société. Donc, forcément, ce n'est pas simple. Donc, gestion des conflits, il y a ça tout le temps. Donc, après, à chaque entreprise de voir comment le réguler. Nous, on a mis en place un système de coach solidaire. C'est-à-dire qu'on est allé chercher du coaching pour tous les managers qui voulaient. On leur a proposé d'être, en plus de leur manager classique, opérationnel, d'avoir un coach potentiel qui puissent les aider sur des problèmes plus personnels quand ils n'arrivent pas à trouver leur place dans le groupe ou avec leur équipe ou quand il y a une tension avec un salarié. On n'est pas toujours les mieux placés, nous les dirigeants. On n'est pas les champions de la psychologie. Enfin, moi, personnellement, j'ai éprouvé des limites dans l'exercice de mes fonctions sur ce sujet-là. Et donc, je me suis entourée de gens qui étaient formés, qui savaient faire tout simplement. Donc, ça peut être une petite technique. Et puis, à côté, vous connaissez peut-être tous les techniques de co-développement. Tout ce qui est réunion ou entre pairs, on réunit des gens qui ont à peu près les mêmes niveaux de fonction et d'enjeux. Et ils s'entraident à résoudre quand une personne rencontre un problème, toutes les autres sont à son service en faisant part de leur expérience pour aider à résoudre et à apporter des billes et que tout le monde ressorte grandi. Et dans ce système-là, la personne qui amène son problème a appris, a trouvé sa solution, mais les autres ont aussi appris des réponses des autres. Tout le monde apprend. C'est un système très vertueux. Je vous conseille d'aller voir, voilà, et ça prend assez vite, c'est pas très compliqué à mener, et c'est pas obligé de le faire qu'au niveau j'ai envie de dire, des dirigeants, ça peut se faire à tous les niveaux de l'entreprise, quels que soient les niveaux des salariés. À partir du moment où ce sont des pairs qui parlent entre eux, et qu'il y a des règles de bienveillance, évidemment, on met en place des règles puisque tout a une règle. Et peut-être sur la gouvernance, Chantal, tu parlais de règles. Souvent, on associe ou on a pu associer, en tout cas, je l'entends à titre personnel autour de moi, parfois, ouais, mais c'est des entreprises du monde des bisounours, la liberté, il n'y a pas de règles, c'est du grand n'importe quoi, comment vous gérez? En fait, la réalité, c'est que ces entreprises-là sont très exigeantes et ont beaucoup plus de règles que d'autres entreprises plus classiques parce que tout est explicité et que pour être autonome, responsable et avoir une bonne coopération, il faut savoir dans quel cadre est-ce que ça s'opère. Et c'est peut-être là la transition avec la gouvernance.
finalement peut-être comment est-ce que s'opèrent les décisions au sein de l'entreprise, quelles décisions je peux prendre, quand je peux les prendre. Au sein de FlexJob, on a construit un modèle qui s'inspire de Frédéric Laloux du livre Reinventing l'organisation. Donc, on prend des décisions par sollicitation d'avis. Donc, toutes les personnes peuvent prendre des décisions dans leur périmètre d'action. Donc, il y a des rôles et des périmètres d'action. Le tout est de solliciter des avis des gens qui peuvent être concernés. Une fois qu'on a pris des avis, on prend sa décision, on en informe finalement ceux qui peuvent être impactés. Comment vous, du coup, Chantal, rapidement sur ces questions-là, vous l'abordez au sein de Montmartre? Alors, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ans, parce que l'entreprise a grandi petit à petit. Au début, il y avait un lieu dans le 18e. Aujourd'hui, on en a 17. C'est une taille nationale quand elle était micro-quartier. Donc, forcément, moi, mon rôle a évolué. J'étais animatrice. Aujourd'hui, je suis présidente de l'association, mais je suis passée un peu par toutes les phases. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on est obligé de repenser aussi sa gouvernance, en fait. Il n'y a pas juste son organisation, il y a aussi le mode de décision. Et nous, on arrivait à un moment où les décisions m'étaient trop renvoyées. En gros, j'étais celle qui savait et les autres se disaient, en fait, on va lui demander parce qu'elle sait, elle va nous dire comment faire. Et clairement, à un moment, on se met en danger parce que moi, je ne pouvais plus porter cette responsabilité parce que l'air de rien, quand on décide, on assume, c'est lourd. Donc, quand on partage la décision, déjà, on allège son poids. C'est mathématique, on divise la responsabilité. Forcément, c'est plus simple. Et en plus, juste vous dire que quand on partage une décision et que tout le monde a respecté les règles, forcément derrière, tout le monde assume. Et si on s'est planté, on se plante tous ensemble. Ce n'est pas un qui a mal fait et les autres qui avaient dit « je vous l'avais bien dit ». Ça n'existe pas dans une organisation où on a bien pensé sa gouvernance. Donc oui, il y a des règles. On a créé un comité de direction. On a été formé par une boîte qui s'appelle Co-Design It et on a fait à peu près 6 jours où on a créé notre identité, c'est-à-dire on a dit qui on veut être, comment on veut prendre les décisions ensemble, comment on va s'organiser pour les prendre, c'est quoi les règles qu'on se met en place. Et du coup, aujourd'hui, on se voit tous les mois. C'est un comité de direction assez élargi puisqu'on est quand même 9. Toutes les fonctions sont représentées, les régions, mais aussi il y a le DAF, il y a la DRH, enfin tout le monde est là. Et l'idée, c'est que ça se prépare, on a des règles. J'ai envoyé à Jérémy notre petit livrable là, où on explique tout ça. Donc, il n'y a pas de comité de direction qui se tienne s'il n'y a pas eu un ordre du jour, si les dossiers ne sont pas instruits au préalable, c'est-à-dire qu'on est là juste pour donner les OK, les pas OK. Quand on n'est pas OK, on remet une session. On avance progressivement, mais on n'y va pas comme ça. On ne se connecte pas à la réunion en se disant allez, c'est bon, sans avoir regardé les documents. Il y a des techniques d'animation, il y a des rôles, chacun joue un rôle. Les rôles sont tournants. Et il y a des relevés de décision qui sont partagés, engagés et qui engagent, très engageants en fait. Et le point d'après, à chaque codir d'après, on regarde est-ce que tout ce qu'on s'était dit a bien été fait et on réenclenche des nouveaux sujets. Donc, ce qu'on traite en codécision, c'est tout ce qui va toucher aux décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, dès qu'il y a un impact autour des valeurs, de la vision, un impact économique, un impact RH, un impact sociétal, c'est traité en comité de direction. Tout ce qui n'est pas ça peut être traité en réunion de travail à côté. Donc, il y a plein de petits groupes de travail qui se créent en dehors et qui ont pour objectif d'instruire et d'amener au niveau de la décision des choses qui sont déjà des propositions et pas juste des questions. Donc, c'est passé en gros du « je ne sais pas comment faire » à « je pense qu'il faudrait faire ça » et ensuite on décide ensemble. C'est très différent. On gagne beaucoup de temps, c'est beaucoup plus efficace. On associe évidemment notre conseil d'administration qui lui arrive plutôt derrière en validation de ce que propose le CODIR. On a un peu inversé les choses. Dans un système associatif, souvent, c'est le CA qui donne les grandes orientations. Nous, on a fait l'inverse. On a dit non, nous, on est opérationnel. Donc, on décide ensemble, on propose au CA et le CA nous dit, nous challenge en fait, bien plus en challenging qu'autre chose. Et on travaille beaucoup avec nos partenaires parce que quand je vois gouvernance, n'oublions pas, on parlait tout à l'heure de toutes les parties prenantes. Les salariés sont des parties prenantes, nos bénéficiaires, nos familles sont des parties prenantes. Donc, elles sont aussi dans le CA et évidemment, tous nos partenaires financiers. Là, je vais bientôt organiser un call avec tous les partenaires financiers, publics-privés. On mélange tout le monde et on voit un peu. Et c'est très puissant parce qu'au final, tout le monde a le même niveau d'information. Tout le monde a une capacité à pouvoir dire, avoir un rôle. Et tout le monde, après, sait ce qui va être décidé. Donc, il y a une grande transparence. Juste la clé, c'est la confiance. Sinon, ça ne marche pas. Ouais, je pense que ça serait le mot sous-jacent. Est-ce que, Clément, tu as
as une ou deux questions. Il reste 3 éléments sur la slide, mais on peut peut-être prendre une ou deux questions parce que j'ai vu qu'il y avait une conversation qui avait clignoté. On a pas mal de réactions. Donc, déjà, on a un petit mot aussi de Rodolphe qui insiste sur le why, sur les valeurs portées, qui donne les valeurs portées par l'entreprise, autant pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients. Donc, voilà, pour Rodolphe, c'est quelque chose à ne pas négliger pour trouver de l'adhésion. Merci du commentaire. On a une première petite question aussi de Tatoum sur ce que vous pensez de la certification B Corp, donc qui certifie des entreprises ou des sociétés sur leurs exigences sociales, environnementales, mais aussi leurs exigences en termes de gouvernance et de transparence. Donc peut-être que vous avez un avis sur cette certification. Et ensuite, on a quelques réactions de plusieurs participants et participantes sur voilà, le commentaire que vient de faire Chantal sur le modèle d'organisation qui a été mis en place chez Montmartre. Concrètement, voilà, avec l'accompagnement avec l'entreprise en éco-design, quelle est la vraie, donc du coup, les différences qui sont marquées avec une gouvernance normale et comment on renouvelle cette gouvernance, comment attirer et mobiliser tous les bénévoles. Et surtout, il y a une question d'Hélène. Quand on monte une boîte, on est vite débordé par l'ensemble des tâches à assurer, que ce soit financière, stratégie de développement, de communication, etc. Donc, à quel moment dans le développement d'une boîte pensez-vous qu'il faut en faire un sujet prioritaire? Donc, sur toute cette mise en place de cette gouvernance dont tu parlais, Chantal. Et une dernière petite question, est-ce que la décision en CODIR, c'est une personne, une voix? Si tu es d'accord, Chantal, je propose qu'on finisse la slide qui va peut-être répondre à certaines de ces questions et qu'on revienne sur ces questions juste après. Et puis peut-être qu'on revienne sur le Bicorp à la fin, s'il reste du temps pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est assez spécifique. C'est très proche de ce qu'on appelle l'entreprise à mission aussi, qui a été introduite par la loi Pacte. Merci pour les questions, Clément. Sur cette même slide, du coup, il va répondre aussi à des questions sur le comment est-ce qu'on peut justement mettre en œuvre finalement ces nouvelles façons de travailler, ces nouveaux modes d'organisation. Chantal, tu l'évoquais. Pour moi, il y a un élément qui est très important, c'est la dynamique de co-construction. On en a parlé un petit peu en sous-jacent. C'est comment est-ce qu'on le met en œuvre en revenant sur le fait que chaque entreprise doit trouver son propre modèle. Il faut une dynamique qui inclut l'ensemble des parties prenantes dans la construction de ce modèle de fonctionnement. Ça me permet de répondre à la question à quel moment dans le développement, je pense suffisamment tôt pour ne pas avoir à découdre ou détisser des réflexes qui se seraient mis en œuvre. Je pense que dès lors qu'il y a une dynamique d'équipe qui se crée, dès lors qu'il y a beaucoup de coopération qui commence à se faire, nous, on a commencé, FlexJob, à réfléchir à ces questions. On était 6 et je suis très content de l'avoir fait à 6 parce que du coup, maintenant, on est 10 et il y a des questions qu'on ne se pose plus et les gens qui nous rejoignent rentrent aussi dans ce mouvement-là. Mais en tout cas, voilà, cette dynamique de co-construction, nous, à titre personnel, on a co-construit notre modèle de rémunération, on a co-construit nos modèles de recrutement, on a co-construit notre gouvernance. C'est vraiment, pour moi, le cœur névralgique d'engager tous ceux qui sont concernés dans la réflexion. Donc, plus tôt on le fait, mieux c'est, et le faire de manière régulière et ne jamais prendre acquis quelque chose qui a été fait parce qu'on est dans un monde qui évolue vite. Et donc, il faut rester suffisamment agile et donc continuer de faire évoluer ce qu'on a pu faire une année avant ou 2 années avant. Cette co-construction, elle amène à expérimenter. Je crois qu'on est dans un système où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut donner le droit de se tromper, le droit à l'erreur, le droit à l'essai. Et c'est quelque chose qui est important. À titre individuel, ce n'est pas évident en tant que dirigeant de créer aussi ces modèles de fonctionnement. L'école ne nous éduque pas à ça. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Je peux vous assurer que même si elle est très bien, elle ne m'a pas poussé dans des modèles de fonctionnement, de management de ce type-là. Et donc, il faut expérimenter, il faut donner le droit de se tromper, il faut le faire ensemble. Ça nous permet de rebondir et il ne faut pas avoir peur de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est important. J'imagine que chez Montmartre, il y a eu des mauvaises expériences. Nous, on a vécu des mauvaises expériences chez FlexJob qui ont été difficiles à gérer. Maintenant, ça nous a rendus plus forts. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut se lancer. Donc, est-ce que c'est trop tôt? Tu le sauras que plus tard par rapport à ta question. Nous, par exemple, on a commencé la co-construction de nos modèles de rémunération un peu tôt, je pense. Et du coup, ça a créé un peu de remous. Et maintenant, on l'a commencé. Donc, on a dû le continuer. Mais c'est vrai qu'on l'a peut-être démarré un peu tôt. Voilà. Donc, ça dépend peut-être de ce que tu veux introduire dans cette dynamique de nouvelles façons de travailler. Il y a des sujets que tu peux faire dès le départ, notamment la raison d'être. Et il y a des sujets qu'il faut peut-être attendre une certaine maturité d'équipe.
Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais revenir avant de te redonner la main, Chantal, c'est que ça prend du temps. On se parle de transformation culturelle. Chantal, tu as parlé de confiance. Ça prend du temps. On a quand même été éduqués tous plus ou moins dans une société qui n'invite pas toujours à ça. Et du coup, il faut se donner le temps, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ceux qui sont dirigeants, faut essayer, il faut voir ce que ça nous fait vivre en termes d'émotions, être à l'écoute de ce que ça nous fait vivre, être à l'écoute de ce que ça fait vivre aux équipes aussi, de manière à pouvoir avancer pas à pas. À titre personnel, je ne crois pas au grand renfort du changement. Je pense que c'est plein de petits cailloux, plein de petites avancées qui vont faire que tout d'un coup, on aura muté, on aura une organisation différente, plus apprenante, plus responsabilisante. Ok. Je veux bien réagir sur peut-être les questions de tout à l'heure. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une gouvernance normale, en fait. Du coup, on posait la question, c'est quoi la différence par rapport à une gouvernance normale? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que la première règle absolue, c'est que si vous êtes des dirigeants, si vous incarnez ce que vous dites, c'est-à-dire en gros, vous avez une vision et vous êtes la vision, le modèle, il va s'imposer de lui-même, j'ai envie de dire. Peut-être que dans une gouvernance que vous appelez peut-être plus normale ou j'en sais rien, d'entreprises qui travaillent autrement, il y a des dirigeants qui décident, ce qu'on disait au début, mais ou quand ils disent ouais, je vous fais confiance, en fait, c'est pas vrai, ou oui, vous inquiétez pas, vous aurez tous le droit, mais en fait, ils le font pas. Donc déjà, une histoire d'alignement. Je pense que tout est impulsé par le dirigeant. Il y a une grande responsabilité à porter. Donc pour moi, c'est des histoires d'identité d'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui soit responsable et responsabilisante. Si vous arrivez à faire les deux, c'est bien. Vous êtes responsable, les dirigeants portent et assument 100% en alignement et responsabilisent aussi tous les gens qui sont là. Mais ça veut dire on va jusqu'au bout. Ce n'est pas juste je fais mine, je responsabilise. Ça veut dire que quand j'ai dit que je le faisais, la personne qui décide de monter un truc et quand tout le monde a dit OK, on ne revient pas dessus. C'est OK. Voilà. Donc après, ça revient à un homme, une voix, comment on décide dans nos codires. Alors nous, on n'a pas mis ces règles-là parce que je trouve qu'on s'enferme dans des schémas, nous, on n'aime pas trop les schémas. On s'est plutôt dit qu'on instruisait les dossiers, que si tout le monde était OK, parce que ça nous paraît évident, c'est un go, voilà. S'il y a une personne qui n'est pas OK, on refait un tour de table, on a des votes à 2 tours. Si au deuxième tour, ça n'a pas changé d'avis malgré des nouveaux arguments, cette personne, c'est que ça ne lui va pas. Et elle a le droit. On a le droit à ce qu'une personne n'ait pas envie. En revanche, si à chaque fois c'est la même personne, la question se pose, c'est est-ce qu'elle a bien sa place ou est-ce qu'elle est bien à sa place? Est-ce qu'elle a encore envie d'être dans le projet? Et dans ce cas, on peut avoir une discussion avec elle. Voilà, on va plutôt vers là. Et généralement, ça se passe bien. On n'a pas eu de cas où on était 4 contre 5. Justement, il n'y a pas ça. Mais parce que les bases sont bien posées en termes de vision aussi, je pense. Et on travaille peut-être aussi en mode projet, c'est-à-dire qu'il y a plein de groupes et c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on voit émerger des questions et au CODIR, on dit qui a envie de bosser dessus. Moi, tiens, je demanderais bien à tel animateur qui a déjà travaillé sur un sujet comme ça de rejoindre le groupe et on se donne un mois et quand le sujet revient instruit, on sait qu'on a interviewé les bonnes personnes. On est allé chercher des fois des gens de l'extérieur. Ça peut être un administrateur, un expert extérieur, un animateur de terrain. Peu importe, à partir du moment où la personne a envie d'être là et connaît le sujet. Donc, on s'équipe aussi d'avis extérieurs parce que nous, on peut vite être en circuit fermé et surtout pas. Il faut casser, à mon avis, les circuits fermés. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis, effectivement, selon la taille de l'entreprise, moi, j'ai démarré toute seule. Les questions ne se posaient pas comme ça. Évidemment, je n'avais pas un codir. Donc, moi, je comprends, on est au four et au moulin. Je sais ce que c'est, je vois bien de quoi il s'agit. En revanche, je n'ai jamais travaillé seule. C'est-à-dire que j'avais beau être toute seule, même quand il y avait 2 salariés, j'ai toujours eu et toujours fait ça. Je suis allée ouvrir le cercle et chercher qui avait envie de contribuer au projet à titre bénévole, à titre amical. Il y a toujours des gens qui savent mieux que vous. Moi, j'ai l'impression que je ne sais pas, que j'ai tout à apprendre. On est tous des sachants et des apprenants. Donc, si je considère que je vais me débrouiller toute seule, je me plante, c'est sûr. Donc, je suis toujours allée chercher des gens autour. Je me suis fait accompagner dès le début. J'ai appelé des copains. Je ne sais pas, on n'est pas tout seul dans ce monde. On est connecté. On a parlé du numérique. Alors là, franchement, on a tellement d'outils pour aller s'aider. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire.
Et moi-même, d'ailleurs, je le fais à titre perso quand on m'appelle et qu'on me demande un conseil entre entrepreneurs. Je crois qu'on peut faire ça. Et on Une, a des pra- réseaux d'entrepreneurs de dingue hein, quand même. une pratique que font beaucoup d'entreprises qui sont sur cette dynamique de questionnement de transformation sont des learning expéditions. Alors, c'est un terme un peu Mmh. barbare, mais c'est juste aller s'inspirer de pairs, s'inspirer d'entreprises qui sont passées par là, non pas pour faire du copier-coller, parce que ça serait l'énorme danger, mais en tout cas pour comprendre ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, quelles ont été les erreurs, quels ont été les succès, et que ça donne du grain à moudre. Parce qu'en fait, moudre quand il n'y a pas de grain, ça ne donnera rien à la sortie. Et donc, il faut aller chercher de l'information. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont documentées. Toujours avoir un regard critique et un œil critique parce qu'on est aussi dans l'ère du marketing hein, et on sait bien Oui, raconter oui, des oui. belles histoires et que souvent derrière la belle histoire, il y a d'autres choses et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et voilà, donc le faire le plus tôt possible et être curieux en fait. Hein, je crois que c'est un terme C'est de ça. curiosité important. Peut-être d'ouverture. Mmh. Jérémy et Chantal, peut-être un dernier sujet qui rejoint là les derniers propos que vous venez de nous apporter. Avant de passer à la suite de la présentation, on a eu deux questions sur les pistes pour convaincre à l'adhésion. Par exemple, initier les dirigeants pour leur dire que l'entreprise actuelle ne peut plus seulement se baser sur des KPI économiques, mais aussi socio-environnementaux, sur la gouvernance. Et une question aussi de Claire, comment on initie justement ce sujet de gouvernance partagée dans une structure dite classique, donc qui n'a pas mis en place ces process-là. Donc là, on est plus sur la question de la sensibilisation, d'amener le sujet sur la table et d'acquérir de l'adhésion. Euh, Vaste sujet, j'aimerais bien lire la boule de cristal et dire il faut faire ça. J'appuierai sur ce qu'a dit Chantal tout à l'heure, hein, le rôle du dirigeant est important, il faut qu'il y ait un moment une prise de conscience, une impulsion. Maintenant, ça n'empêche pas dans des structures importantes de voir que les dirigeants ne sont pas du tout enclins à ça et pourtant il y a beaucoup de choses qui bougent et finalement peut-être qu'un jour ils se réveilleront et en fait le modèle d'entreprise aura déjà bien évolué. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites à son niveau, je crois, à titre individuel déjà, dans la manière dont on va communiquer avec les autres, dans la manière dont on peut rayonner aussi ces éléments-là, on peut partager de l'information, créer du débat, créer de la controverse, amener du débat dans l'entreprise, amener de la controverse, c'est quelque chose qui est important. Vous pouvez animer un petit déjeuner sur un article où vous sentez que ça va créer du débat, faire des temps le midi où vous pouvez partager entre collègues une vidéo d'un webinaire ou quelque chose qui va créer du débat pour voir ce que ça fait vivre. Mettre le sujet sur la table, ça me paraît être important. Maintenant, sur ces sujets-là, je crois qu'il faut que ça vienne aussi des gens, il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc, transmettre de l'information, créer de la controverse, amener de l'exemple extérieur à l'intérieur de l'entreprise, ça me semble être des choses qui peuvent amener à des déclics et parfois pointer du doigt les problématiques soulevées. Tu évoquais une problématique, Chantal, de l'entreprise a grandi et du coup centralisé vers moi beaucoup de décisions. J'ai en tête Valrhona, qui est une entreprise industrielle qui fait du chocolat. Le point de départ de leur transformation, c'est que le dirigeant se rendait compte qu'en fait, il passait son temps en réunion et du coup, il était totalement déconnecté de l'opérationnel et il devait prendre des décisions pour des choses qui ne le concernaient pas directement. Et peut-être que dans vos entreprises, ça peut être ça, de pointer des incohérences pour des prises de conscience. Ça peut être des choses qui peuvent faire bouger. Je ne sais pas, Chantal, quel est ton avis Ah ouais, complètement. En fait, je voulais juste vous rassurer. Bon, j'ai réussi, je ne saurais même pas dire comment ça s'est fait. Il y a des talents incroyables qui sont arrivés à Montmartre, qui sont venus pour l'utilité sociale. Donc, je pense que clairement, quand l'utilité sociale est bien pensée, c'est une attractivité. Hein. On est une entreprise du coup qui est devenue attractive. Et j'ai des salariés qui sont mais, ultra formés, qui bossaient dans des grosses boîtes, qui ont accepté de baisser leur salaire quasiment par deux. Donc, ce n'est pas une histoire que de salaire. C'est bien ce que ça m'a fait dire, en tout cas. J'y croyais pas moi-même, hein, honnêtement. Ça me fascine encore. Et je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que je les ai interrogés, hein, mais pourquoi elles viennent à Montmartre, en gros? Elles vont bosser beaucoup, elles vont gagner moins. Je dis elles parce que j'ai beaucoup de femmes quand même. Et puis, bah, c'est pas évident et il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, en gros, si on cherche la sécurité de l'emploi, c'est pas chez nous. Si on cherche pépère, tranquille, je fais mes missions, je rentre chez moi, c'est pas non plus chez Montmartre parce qu'on est tout le temps en réflexion. Donc, il va falloir produire du jus de cerveau, de l'émotion et tout ça. Et voilà. Et en fait, je me suis dit bah, que effectivement, le pourquoi on faisait les choses revient toujours. Et c'est pour ça que les gens sont là, ils savent.
on leur donne un rôle important et ils sont tous valorisés forcément. Il y a une forme d'équilibre de vie et donc d'épanouissement. Donc, je pense que ce qui compte, c'est en gros, ramener le travail à égal épanouissement, on peut en être très loin. Et il faut essayer de trouver ça, en fait. Comment, par nos organisations, on peut contribuer aussi à l'épanouissement de nos salariés, en gros. Donc, à un moment, il faut se questionner, et les dirigeants doivent se questionner à quel est mon rôle, qu'est-ce que je peux faire pour ça. Moi, je vous donne un exemple. À Montmartre, on a des bas salaires, on a 8 semaines de congés payés. Ça peut paraître un peu incroyable, mais c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait tous ensemble et tout le monde s'y retrouve. Bon, c'est un moyen de compensation quelque part. C'est vraiment la justesse qu'il faut trouver. Voilà, je ne sais pas si… Est-ce que Clément, il y avait comment initier une gouvernance partagée? Je pense qu'on y a un petit peu répondu. Je pense qu'il y a peut-être avant la gouvernance partagée, la raison d'être partagée ou la vision partagée. Je pense que ça pourrait faire partie d'un webinaire à part entière. Les modes de Peut-être décision. un mot sur la transparence. Moi, j'ai remarqué aussi que depuis que tous les ans, on explique les comptes, on explique, voilà les comptes, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a réussi, voilà ce qu'on a raté. On fait des bilans et des bilans avec tout le monde. Ce n'est pas juste des bilans au CODIR. C'est-à-dire que n'importe quel animateur sur le terrain est au courant des impacts qu'on a créés, parce qu'on fait une évaluation d'impact, est au courant de ce qu'on a dépensé, de où on va, de l'échelle des salaires. Tout est très transparent. En fait, ça aide à se dire on est dans le même bateau et on sait où on est, on sait pourquoi on bosse, on sait ce que ça produit et on est au même niveau, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. On a parlé de transparence, peut-être pas assez, je trouve, mais c'est un critère important parce que c'est ce qui crée la confiance. Quand je parlais de confiance tout à l'heure, il n'y a pas de confiance sans transparence. Ça ne marche pas. Évidemment, on peut tout imaginer. Les salariés ne comprennent pas. Il faut expliquer. Beaucoup de pédagogie, en fait. Et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, Tout à l'heure, il y a la question quel moment le développement, la transparence, ça peut se faire dès le début. Et c'est plus facile Bien dès le sûr. début. Nous, typiquement, la transparence des salaires, la transparence des finances de l'entreprise. Tous les mois, on fait un point financier avec le chiffre d'affaires, la trésor, les difficultés éventuelles. Et en fait, on partage aussi la responsabilité de la santé financière de l'entreprise. Et ça, en tant que dirigeant, je peux vous dire que on s'enlève un peu de poids des épaules et ça fait du bien. Là, très personnellement, ça m'a fait du bien quand on a mis ça en place parce que du coup, je suis plus tout seul le soir à me dire oh là là, à la fin du mois, les salaires, on a eu des mois compliqués. Forcément, on est une entreprise qui existe depuis 4 ans, on a eu des moments difficiles, on en aura d'autres. Et de le partager, trouver des solutions tous ensemble, ça soude. Ça soude. Et après, prendre des décisions ensemble, c'est plus facile. Je vois le temps qui tourne. Cette dernière partie va être assez rapide, je crois, et puis on laissera peut-être un petit peu plus de place aux questions. Clément Chantal, je pense que ça peut être intéressant si on a d'autres. Ouais, super. Je laisse avancer. On vit une période particulière quand même. Je crois que là-dessus, il n'y a pas à en débattre, qui parfois est assez difficile à gérer. Je crois qu'il y a aussi des opportunités dans ce brouillard, peut-être des points de repère pour permettre aux organisations, aux entreprises, aux associations, aux regroupements et aux collectifs de travail de peut-être observer quelques points sur lesquels il y a des opportunités et j'en ai noté 6 qui me semblaient être importantes. Certaines entreprises ne le font pas, on le voit. Certaines entreprises le font. En tout cas, ça nous paraissait être important d'avoir conscience de ça, en tout cas de pouvoir se poser ces questions à la fin du webinaire autour de ces 6 points. Confiance et responsabilisation. Aujourd'hui, on est tous à distance, donc on est tous en télétravail, même si on devrait trouver un nouveau mot parce que télétravail avec les enfants, je ne sais pas vous, mais c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ça pousse à la confiance, ça pousse à la responsabilisation de chacun parce qu'on se retrouve dans des situations où parfois on est seul à gérer ses tâches, on est seul à devoir prendre des décisions aussi au quotidien. On n'est plus dans un espace avec ses collègues où on peut poser une question. Et puis, dans la dynamique managériale aussi, il y a une dynamique autour de la confiance. On n'a plus les gens à côté, potentiellement, si on ne faisait pas de télétravail avant. Et donc, forcément, il y a un sujet derrière ça. La dynamique de co-construction, on est tous partis en confinement très rapidement quand même. Je pense que personne ne l'avait bien anticipé. Et donc, ça amène des nouveaux modes de fonctionnement d'équipe et donc des opportunités de co-construire ces modes de fonctionnement parce que ce n'est pas quelqu'un qui va décider à la place des autres. Comment est-ce que tout d'un coup on va se mettre à fonctionner? On avait des rituels d'équipe toutes les semaines, est-ce qu'on les conserve? Comment gérer nos projets, etc. Donc là, on peut expérimenter la co-construction. Donc on peut expérimenter que chacun puisse apporter une contribution sur les sujets qui mènent. Le troisième point, c'est derrière cette co-construction, il y a l'expérimentation, le test and learn. Oui, on est dans une situation où on est obligé de tester. Et donc, quand on est obligé de tester,
on va peut-être se tromper. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on était obligé de tester. Donc, au bord du gouffre, on n'a pas le choix. On trouve des solutions, on les essaye. Le tout va être peut-être de capitaliser sur ce qui aura bien marché, pas marché. Donc, peut-être se prévoir un temps d'équipe à la fin du confinement, de se dire finalement, qu'est-ce qui a bien marché, pas bien marché, qu'est-ce qu'on peut conserver comme dynamique. Nous, on se découvre des talents d'animation à distance qu'on n'avait pas forcément expérimenté au sein de FlexJob. Ça va forcément ouvrir des opportunités. Donc voilà, se donner le droit d'expérimenter, se donner le droit de se tromper. Le quatrième point, c'est la question des émotions et de l'empathie. Je ne sais pas vous, mais je sens qu'il y a une solidarité qui s'instaure. On est dans une relation avec les autres qui est très différente. Moi, je le vois autour de moi, des managers qui sont beaucoup plus à l'écoute de leurs collaborateurs, qui sortent du schéma classique du pro et vont beaucoup plus questionner le perso, comment se sentent les personnes, se mettre dans des postures de compassion, d'empathie. Waouh, mais génial! Il a fallu un confinement pour qu'on se mette à faire ça. En tout cas, voilà, je sens qu'il y a quelque chose de fort là-dessus et sur lequel il faut appuyer parce que je crois que l'entreprise responsabilisante, l'entreprise de demain, elle laisse une place aux émotions et à l'empathie beaucoup plus importante à l'écoute de l'autre. C'est peut-être que ça paraît évident dans des entreprises qui sont beaucoup plus tournées sur des dynamiques sociétales et sociales comme ton entreprise Momart. Moi, je vois beaucoup d'entreprises industrielles de services où ça ferait du bien qu'il y ait plus de place à ça. En tout cas, je pense qu'il y aura des expérimentations pendant cette période et sur lesquelles j'espère que les entreprises vont s'appuyer et capitaliser. Le cinquième point, c'est la flexibilité. Et oui, tout d'un coup, on se retrouve tous à distance. Les horaires partent un peu voilà, il faut gérer l'imprévu et donc expérimenter des postures de fonctionnement beaucoup plus flexibles. Et ce que je mettrais derrière la flexibilité, c'est cette question de l'équilibre vie pro, vie perso. Je crois qu'on le vit tous. Il y a un vrai sujet et là, on se retrouve avec voilà, cette question, comment gérer dans un même lieu les temps professionnels, les temps personnels, comment je gère l'équilibre des horaires, etc. Donc là, il y a des effets d'opportunité, il y a aussi des effets de bord terribles avec des gens qui sont dans des situations très délicates ou qui ont l'impression de tout foirer, les enfants, le travail, et qui se sentent coupables. Je crois qu'il faut essayer de prendre un peu de hauteur et déculpabiliser. Alors, c'est facile à dire. Quand on vit l'émotion très forte, c'est plus difficile. En tout cas, là, il y a peut-être des questions à se poser sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et enfin, le dernier point, c'est la digitalisation du travail. Et ben voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui se posaient plein de questions sur la digitalisation et qui sont forcées de le faire. L'administration le fait également. J'ai l'exemple d'un de mes clients qui a dû faire livrer les postes fixes de ses collaborateurs à domicile. Je peux vous dire que ça va le faire réfléchir sur la mobilité des outils demain. Voilà, et puis de la capacité à avoir accès aux bons documents avec la cybersécurité associée derrière. Voilà, donc 6 points de repère, 6 questions à vous poser peut-être dans vos organisations. Est-ce que Chantal, tu as envie d'en compléter? Est-ce que tu as envie d'apporter des éléments Oui, moi je succinctement? m'y retrouve effectivement. Tous ces sujets se posent là en ce moment. Clairement, nous, ce qu'on a dû faire, c'est être encore plus resserré puisqu'on est moins nombreux. On a 90% de l'équipe qui est au chômage total puisque nos lieux ont fermé. Enfin, nous, on est sur une activité réglementée. Donc, tout est arrêté, 100% de l'activité. Donc, on pouvait tous s'arrêter. En fait, on est resté quelques-uns à réfléchir et à agir. Donc déjà, le premier truc, c'était de se dire on va devoir être plus resserré. Donc, nos codires, ils sont à la semaine maintenant. On n'est plus au mois. On gère les priorités, mais aussi tout en regardant loin devant. Le risque en ce moment, c'est de juste gérer l'urgence, alors qu'en fait, nos entreprises, elles vont devoir se projeter très loin. Donc, il faut garder un petit peu d'espace, si j'ai un conseil à vous donner sur la réflexion de l'après. Alors, je ne parle pas de après le 11 mai, je parle de l'après de mon entreprise dans 1 an, dans 2 ans. Et ce n'est pas simple à faire parce qu'on est préoccupé. Donc, trouver ce temps de recul, ça, c'est vraiment pas facile. Donc, clairement, nous, on s'est mis à agir, à me faire des nouveaux services qu'on ne savait pas faire. Et on a réussi en 15 jours à monter des trucs mais incroyables. Donc, le test and learn, je confirme qu'il faut tester parce que parfois, ça marche. Et quand ça marche, je peux vous dire que ça soude une équipe, que derrière, ça nous donne une puissance incroyable parce qu'on se dit, tiens, il y a 1 mois, on ne savait pas faire ça. Aujourd'hui, on sait faire. On sait faire, accompagner des parents à distance. On a su livrer auprès de 800 enfants des kits de matériel pour l'aide aux devoirs, l'aide aux activités. On a créé un cahier d'activités pour les enfants. On a contacté les EHPAD. Enfin, on a fait 10 millions de trucs qu'on n'avait jamais fait. Et on a réussi. Voilà. Et on a réussi pourquoi? Parce que je pense qu'on a un modèle d'organisation qui colle. On s'est réparti les missions.
on est sorti des fiches de poste. Donc, à un moment, dans l'urgence, on sort des fiches de poste. Ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est où est-ce qu'on doit être, où est notre bonne place, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver, qui veut bien faire quoi. Et je fais vraiment attention, et c'est vraiment important ce qu'a dit Jérémy, sur faire attention à chacun, parce que chacun n'a pas les mêmes conditions de vie, n'a pas les mêmes conditions de travail. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à chacun de réfléchir semaine par semaine, donc pas sur la durée. Chaque semaine, chacun dit, bah, moi, je peux travailler 3 heures lundi, 4 heures mardi, on a un planning partagé. Et ce n'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est que quand je travaille, j'ai choisi mon temps là et je vais bien le faire. Donc, on est gagnant, en fait. Parce que c'est compliqué d'imposer là. On ne peut pas. Il faut tenir compte des circonstances. Et puis, on n'a pas du tout la maîtrise de l'impact mental que peut avoir cette crise sur chacun de nos salariés, en fait. C'est très compliqué. On réagit tous très différemment. Donc, voilà, je veux juste dire que oui. Et flexibilité, pour moi, c'est ce qui va permettre d'être durable et de tenir dans le temps. Parce qu'il va falloir tenir dans le temps. Donc, ça me fait réagir sur ralentir. Ben oui, il faut ralentir. Moi, j'étais toujours tête bille en tête. Ça fait 2-3 ans où je travaille très différemment. C'est-à-dire que maintenant, je prends du recul. Et pourquoi? Parce que quand vous vous arrêtez, simplement le fait de ralentir, vous élargissez votre champ de vision. C'est-à-dire que quand vous voyez une petite fenêtre, ben, tout d'un coup, c'est un angle qui s'ouvre et vous vous mettez bien au centre. Parce que si vous êtes à côté, vous aurez une image déformée de la situation. Donc, point central et augmentation du champ de vision, ça ne peut se faire que si on ralentit. Et il y a des moments où il faut ralentir, il y a des moments où il faut accélérer, mais il y a des moments où il faut ralentir. Et franchement, ça peut paraître du temps perdu parce qu'on est tous dans la culpabilité et j'aurais dû faire ci, pourquoi j'ai pas fait ça, il fallait y aller. Et en fait, c'est faux parce que quand on est tête baissée, on voit plus rien. Hein. On va trop vite, c'est saccadé, c'est comme sur l'autoroute. Vous voyez pas les paysages, vous allez trop vite, vous voyez plus rien. Donc, comme vous voyez plus rien, vous faites des erreurs, vous prenez des mauvaises décisions. Et en plus, vous n'arrivez plus à revenir sur vous-même, en fait. Vous êtes perdu, vous êtes impacté par l'extérieur au lieu de rester et de partir de vous, qui est le point central, en fait. C'est vous qui avez la clé, vous avez la solution. Il n'y a aucune raison de la perdre, sauf si on ne ralentit pas. Donc moi, je partage totalement l'idée de ça. Merci Chantal. Prendre soin de vous en tant que dirigeant, en tant que collaborateur. Est-ce qu'il y a des questions du coup, Clément? Pour rejoindre le commentaire là, sur le fait de ralentir, il y a Rodolphe qui nous a dit, en effet, concernant l'adaptabilité, il faut aussi arrêter de chercher absolument l'optimisation de la performance et se donner la possibilité de trouver un modèle capable d'adapter sa production en fonction d'un contexte exogène et non uniquement en phase avec son marché. Donc, en effet, ça rejoint cette capacité à prendre du recul. On a Anne aussi qui nous dit qu'on peut s'appuyer aussi sur quel impact on veut pour notre organisation sur la société. Donc, ça rejoint toute cette question de raison d'être et elle nous conseille de prendre comme boussole les objectifs du développement durable. Et enfin, pour finir, alors, on a des questions. Alors, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. N'hésitez pas à activer votre micro et votre vidéo. Peut-être que ça fera plaisir aussi aux intervenants d'avoir des échanges voilà, humains réels. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Vous pouvez activer votre micro pour poser une question. On peut se réserver quelques minutes là pour échanger. Je vois Hélène qui a posé des questions. Si vous voulez, Hélène, je vous laisse la poser directement à Jérémy et à Chantal. Oui, bonjour, je n'ai pas de caméra, donc je suis désolée, vous n'allez pas me voir. Merci, c'était hyper intéressant comme webinaire. Énormément de questions parce que quand on est complètement dans on profite. Je travaille dans une petite agence événementielle où on a mis en place plein de choses un petit peu qui s'appelle la concepterie. On a mis déjà plein de choses de façon non organisée, mais qui nous permettent quand même d'être dans une coopération, dans nos valeurs, dans beaucoup de bienveillance, et on profite de ce moment pour beaucoup travailler sur la suite et justement sur tous ces sujets un peu de restructuration, de gouvernance partagée. Donc il y a plein de questions qui émergent en ce moment. Et notamment depuis longtemps celle des salaires, et donc c'était un petit peu ma question, où aujourd'hui on est dans une entreprise où tout le monde touche le même salaire, et on se rend compte que ça quand même génère de la frustration parmi les salariés, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins ou le même rapport à l'argent, et c'est pour moi un gros sujet à aborder qui fait peur. Et donc c'est pour ça que je voulais avoir vos éclaircissements sur ce sujet assez rapidement, parce que j'imagine que c'est un gros dossier.
Je peux parler de mon expérience qui va peut-être se rapprocher en termes de taille par rapport Oui, à ta structure, on est Hélène. 8, tout à fait. Voilà, C'est donc nous, ça. on est 10. Nous, on a une transparence des salaires. Les salaires ne sont pas les mêmes. On a construit un modèle de rémunération. On a co-construit un modèle de rémunération. Donc, on a une équipe projet qui s'est constituée en interne de 4 personnes. Et donc, il y a eu plusieurs étapes autour de comment construire un modèle de rémunération qui colle aux valeurs de FlexJob. Donc, on a commencé justement par étiqueter les valeurs qu'on voulait y associer. Donc, il y a être équitable, mais pas égalitaire, être ajustable, transparent. Puis, je me souviens plus de la quatrième. Donc ça a été une première étape participative de se dire finalement, on veut que la rémunération, elle traduise quoi comme comportement dans la structure. Et c'est peut-être ça la première question, parce qu'en fait, c'est tellement névralgique la rémunération. Je vais donner un exemple, hein, si on met des primes pour les commerciaux, ben, on va avoir une entreprise qui va avoir un penchant vers le business et du coup, ça va induire des comportements. Si on a tous égalitaires, ça va induire des comportements. Et donc, se poser cette question de qu'est-ce qu'on a envie d'induire comme comportement et ensuite de peut-être construire sur plusieurs étapes ce modèle de rémunération. Nous, on est arrivé à un modèle où sur une semaine, on a choisi notre rémunération, on a choisi nos augmentations avec du feedback 360 et comment je vais chercher finalement des retours d'expérience sur mes collègues pour savoir quelle est ma valeur et sur quoi je dois progresser. Et puis après, rapidement, on a eu un premier tour où chacun a évoqué ce qu'il souhaitait avoir comme augmentation avec un tour de clarification et pas de jugement. Il y a eu un deuxième tour où chacun pouvait aller solliciter les avis des uns des autres en one-one pour savoir un petit peu ce qu'en pensaient les uns et les autres. Et puis un dernier tour qui a été finalement d'annoncer collectivement quelle était l'augmentation. Et donc, on a vraiment choisi de manière unilatérale nos augmentations. Mais ça a été un travail d'un projet qui a duré 6 mois. On a discuté du rapport qu'on a à l'argent. Est-ce que c'est les besoins individuels personnels qui rentrent en compte? Voilà, donc, il y a plein de questions sous-jacentes et on pourrait continuer l'échange si tu le souhaites, Hélène, bien évidemment, un peu plus tard. Je rajoute peut-être quelque chose, c'est que nous aussi, on a fait un groupe de travail sur les salaires, donc ça a été très partagé. Se sont inscrits sur le groupe ceux qui voulaient et on se réfère quand même à la convention collective de notre secteur puisqu'il y a des indices et des grilles déjà de salaire qui sont recommandés. Et surtout, nous, on s'est dit, on regarde ce qui est proposé, comment ça se traduit à Montmartre. On a objectivé, on a cherché quels étaient les critères objectivables pour être dans telle ou telle catégorie. On a aussi écrit dans nos statuts que l'échelle des salaires ne dépasserait pas de 1 à 3,5. Donc, déjà, c'est calé. Voilà, on a borné en fait. Et pas de variable parce que voilà, il y a des gens qui font du commercial et d'autres qui. Mais tout le monde a son rôle. Donc, pour nous, le variable n'est pas possible. Voilà. On a C'est un pris la choix même qu'on décision fait. chez nous. Ouais. Et puis, s'il y a augmentation, elle est liée au changement de responsabilité plus que à la situation, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui aurait été plus méritant. Enfin, il n'y a pas de méritocratie, quoi. C'est pas là-dedans. C'est plus par rapport à la surface de responsabilité, peut-être au nombre de gens à manager. Enfin, on a cherché les critères, en fait. Voilà. Donc, ça se trouve en fait. Mais c'est vrai que ça nécessite un petit travail. Il faut associer tout le monde, je pense. Enfin, c'est un conseil que je donne, puisque une fois que c'est partagé, on l'a validé en CODIR. Et une fois que ça a été validé, ça y est, quoi. C'est transparent, c'est diffusé à tout le monde. Et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Et tout le monde sait qui gagne quoi. C'est pas mal. C'est assez simple, en fait. Ça enlève un nombre de Simple, hein. tabous absolument géniaux. Ben oui. On va prendre une dernière question parce que là, voilà, on arrive à la fin du temps imparti pour le webinaire et il y a plein de sujets, je pense, qui pourraient être débattus pendant pas mal de temps. Juste Clément, juste pour finir juste ce Ouais. sujet-là très rapide, Hélène, et puis ceux qui sont intéressés, la semaine prochaine, Jean va faire qui travaille chez FlexJob, va faire un webinaire intitulé J'ai choisi ma rémunération. Donc, il va détailler plus précisément finalement ces questions-là. Et on va sortir un livre blanc incessamment sous peu parce qu'on a benchmarké beaucoup. Dans l'équipe projet a fait beaucoup de benchmark et du coup, de ce benchmark, on en a créé un livre blanc. Je referme la parenthèse. Je vous invite peut-être un tout petit mot de la fin. Ce qui peut être intéressant, c'est une question de Tatoum qui demande si vous avez des ouvrages essentiels que vous conseillez pour continuer les recherches sur les modèles d'organisation alternatifs, de gouvernance, de management, etc. Peut-être que vous pouvez donner, pour finir, un petit mot de la fin, Chantal et Jérémy, votre petit livre référence pour indiquer et inspirer peut-être les participants à continuer ces réflexions.
Alors moi, c'est un livre qui relève plus du travail qu'on a à faire chacun avec soi-même, parce que je suis des formations en leadership éthique. Et le livre, c'est Now or Never, c'est l'urgence d'agir. Et c'est Edelgaut, G-O-2-T, voilà, et qui repositionne le rôle de leadership en fait dans la société et le fait d'impacter et de développer les potentiels autour de soi, voilà. Donc en gros, d'être un leader qui passe plutôt, qui au lieu de voir le manque, voit le potentiel, au lieu d'avoir une vision partielle à une vision globale, au lieu de voir que ses bénéficiaires intègrent toutes ces parties prenantes. Une vision à 2 ans, c'est plutôt une vision à 20 ans. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et voilà, je recommande ce livre. Moi, j'en ai plein. Le premier, c'est le livre de Frédéric Laloux, que j'imagine que vous connaissez, qui s'appelle Reinventing l'Organisation et qui est associé également à une série de vidéos en anglais et en sous-titres français de Frédéric Laloux, gratuites, en accès libre, en open source, qui sont très enrichissantes, qui appellent à un certain nombre de questions. Moi, je recommande vraiment la lecture de ce livre. Il y en a un autre qui est un peu plus léger, qui est La vérité sur ce qui nous motive, de Dan Pink. Absolument génial. La couverture du livre, c'est un bâton avec une carotte, voilà, et qui détricote dans son livre les leviers de motivation, notamment intrinsèques. Et là, je trouve ça assez génial. Et un dernier de Pierre-Yves Gomez qui s'appelle L'intelligence du travail, que je trouve aussi intéressant et qui replace finalement la question du sens et qui questionne cette question du sens au travail. Super. Merci pour le partage. Bon, ouais. Est-ce que vous Moi, avez... j'ai encore un peu de temps, 10 minutes. Si jamais il y a d'autres questions, j'ai vu une main se lever qui s'est rabaissée. À titre personnel, je veux bien rester encore 10-15 minutes si jamais il y en a qui le souhaitent. Après, voilà, On peut le prolonger pour ceux qui veulent rester voilà, un petit peu. S'il y en a qui doivent partir, parce que c'est vrai qu'on a un petit créneau d'1 heure, je fais juste un tout petit point sur le fait qu'on va vous partager bien sûr la présentation après pour si vous voulez reprendre le fil des discussions qui ont été, des sujets qui ont été évoqués à travers cette présentation par Jérémy et Chantal. Et je vous invite aussi rapidement pour ceux qui restent là et qui vont partir au fur et à mesure à aller sur le site du Move et à rejoindre la Help Room. Donc, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire avec toutes les discussions, toutes les questions. Et vous pourrez retrouver les replays de tous les webinaires qui ont été réalisés sur des sujets divers et variés et les webinaires qu'on va continuer à organiser. Vous avez plein d'offres aussi qu'on fait avec le Move. Alors, voilà, j'en profite pour vous inviter vraiment à aller faire un tour sur le site. Il y a la hotline, on fait une offre de mentorat, etc. Et n'hésitez pas à nous contacter, à faire remonter des informations, des problématiques pour que nous, on puisse réfléchir avec des acteurs comme Chantal, Jérémy et plein d'autres acteurs engagés sur le territoire à vous offrir des solutions, des réflexions intéressantes pour vous. Voilà, je partage cette information et je vous invite vraiment à aller sur le site pour vous rencarder sur ça. Puis là, on peut prendre un petit peu de temps voilà, pour ceux qui veulent et qui peuvent rester pour rentrer dans le détail sur certains sujets. Moi, j'ai encore 5 minutes. Après, il faut que j'y aille. 5 minutes. Désolée. J'ai Agnès qui a la main, c'est ça, hein, Agnès? Avec le micro. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, plutôt une demande de conseil. Comment vous gérez, parce qu'il y a eu une question sur l'aspect rémunération. Moi, je suis plutôt confrontée à des problématiques de charge de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille en gouvernance partagée sur le volontariat, où chacun, selon sa motivation, se joint à des groupes de travail, on a des profils de personnes qui sont dans tous les groupes de travail et d'autres qui sont dans aucun groupe de travail. Comment on gère la frustration que ça génère, d'une part, que ça peut générer un sentiment d'injustice, surtout quand on a des salaires plus ou moins uniques. Et en parallèle, comment on gère des profils peut-être un peu parfois juniors qui ne se rendent pas compte que la charge de travail est ingérable et qui se prennent, voilà, qui accumulent beaucoup qui se mettent qui veulent avoir trop de responsabilités et qui derrière n'arrivent pas à délivrer. Donc on se retrouve avec plein de chantiers en parallèle qui sont ouverts et qui se clôturent pas. Alors moi j'ai peut-être juste un truc qui me vient là, c'est en fait pourquoi il y a des gens qui ne participent pas à des groupes de travail. Je note la même question.
Normalement, ça se Non, régule. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien sûr. Ouais. intéressés ou les sujets, ils ne se sentent pas concernés. Enfin, il y a un vrai sujet, c'est le pourquoi. Il faut creuser ça d'abord parce que la régulation, elle se fait. Nous, tout le monde est dans des groupes de travail, 100% des gens, mais 100% vraiment. Et c'est pas, et ça se Non, il y a régule. personne n'est dans aucun groupe de travail, mais on retrouve, selon les personnalités, voilà, des personnes qui sont intéressées Ça, c'est sûr. partout et qui voilà. Bah, je pense que là, il y a un rôle de régulateur à faire. C'est-à-dire que moi, quand je sens que certains se sont mis partout, je leur dis non, quoi. Je sais dire, bah non, il faut Mais que tu fasses un justement, en choix. gouvernance partagée, comment Bah, voilà, on a le droit de dire non. endosser Hein. ce rôle? Ouais. On a toujours le droit de dire non. On a toujours le droit de mettre des limites parce qu'on met en danger ses salariés. Une responsabilité de dirigeant, c'est de s'assurer de la sécurité et du bien-être de ses salariés. Hein. C'est légal, c'est même obligatoire. Moi, si je sens que quelqu'un tire sur la corde, on n'est pas gagnant. C'est un candidat au burn-out. Un candidat au burn-out, c'est une personne en moins dans l'équipe. C'est pas possible. Donc, du coup, moi, je pense que dire non, quand ça va dans le sens de réguler et faire en sorte que tout le monde soit à peu près dans les mêmes charges de travail, c'est important. Je veux dire, forcément que ceux qui pensent vouloir être partout, ils sont militants. En fait, c'est un comportement militant. Tout à fait. C'est très bien. Mais on peut être engagé sans pour autant s'épuiser. En fait, il faut trouver cette juste Donc, vous arrivez valeur. à trouver en tant que dirigeante, parce que moi, là je parle d'un endroit où j'étais salariée dans une association en gouvernance partagée dont le dirigeant ne portait pas cette casquette-là, refusait de porter cette casquette-là et pensait que gouvernance partagée égale chacun se débrouille. On parlait de règles, en fait, tout à l'heure, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai un petit truc qu'on a mis en place chez nous et puis je l'ai vu chez un client. Donc, nous, on fait beaucoup quand on a des projets internes de ce type-là. Donc, on a un outil partagé déjà de gestion de projet. On fait régulièrement des points. On utilise le planning poker pour faire de la priorisation. Et c'est important. Le planning poker, qui est un outil en ligne qui est génial, un outil issu de l'agilité qui permet de prioriser de manière assez simple. Et du coup, déjà, ça permet de voir quels sont les sujets prioritaires. Et puis ensuite, il y a un appel à volontariat. Et on voit sur une même grille, en fait, tous les personnes qui souhaitent prendre le lead. Il y a toujours un co-lead. Donc, on n'est jamais lead tout seul sur un projet parce que du coup, ça permet d'appuyer la charge. Et puis, la régulation se fait en équipe. J'ai le cas d'un client qui s'appelle Identicar, donc une entreprise qui est assez grosse. Ils sont 250 et ils ont créé un système de points en fait sur les projets internes. Donc, tous les 6 mois, ils ont un séminaire d'une journée par équipe, donc intra-équipe. Et donc, ils s'allotissent un certain nombre de points. Et donc, basé sur l'expérience, ils savent que si ça dépasse un certain nombre de points, ils ne vont pas savoir le faire. Et donc, en fait, ils ont créé un outil de régulation des projets internes et qui permet d'avoir une vision. Et c'est très rigoureux, très, très rigoureux. Et du coup, je reviens à l'exigence et la rigueur que demande la gouvernance partagée sur ce type de sujet. Parce que sinon, on arrive à… Il y a un truc qui me paraît bizarre aussi, dans ce que j'entends, c'est le fait qu'on n'arrive pas à aboutir. En fait, à partir du moment où l'objectif est fixé, qu'on a décidé quel était le livrable attendu et qu'il y avait une échéance de fixer, a priori, on aboutit. On peut aboutir à ne pas avoir trouvé la solution, mais on aboutit. Il y a toujours une fin. Peut-être que ça vient de la priorisation. Ouais. Enfin, je sais pas. Je m'interroge. Ça m'interroge en fait le fait que ça aboutisse pas. Pour avoir mesuré, nous on a fait plan stratégique à 3 ans, réorganisation RH, on y est depuis 6 mois. On a fait plein de sous-groupes. Les échéances ont toutes été tenues. Je ne sais pas par quel miracle, mais à la fois, on avait décidé ensemble du planning. Il a été validé par tout le monde, ce planning. Donc, quelque part, chaque groupe s'est senti responsable de respecter les échéances, puisque quand on ne la respecte pas, on entraîne les autres, en fait. Ça a des conséquences sur le reste des chantiers. Tout était imbriqué. Non, mais en théorie, tout ça me paraît très clair. Hein. Encore une fois, là, comme je l'ai expérimenté en tant que salarié dans une structure qui était en crise de gouvernance à ce moment-là, donc entre-temps, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Mais, et aujourd'hui, en tant que dirigeante, j'essaie de voir quelle est la juste place en tant que dirigeant, comment on peut à la fois dire chacun… Voilà, c'est le rôle c'est le rôle du dirigeant. Un dirigeant, il endosse ça. C'est chiant. C'est chiant. Je suis un peu moins d'accord du coup. Ça dépend certainement de la taille de la structure et peut-être des métiers qu'il y a aussi. Voilà. À la fois, si on à quelle maille est-ce que tu le fais? C'est le veilleur en fait. Hein. C'est plus d'être en veille. Hein. Je ne dis pas de… Enfin, quand je dis non, je suis un peu radicale, mais l'idée, c'est plus d'être en veille et de vérifier quand même que c'est bien équilibré, qu'il n'y en a pas un qui part dans le décor. Moi, j'ai une salariée qui est partie en burn-out. Je peux vous dire que vous n'êtes pas bien. Hein. Donc, vous n'êtes vraiment pas bien. Quoi.
Et c'est moi qui l'ai arrêtée à temps, en fait. Hein, parce que sinon, ça allait aller bien pire, elle aurait été hospitalisée. Je l'ai obligée à s'arrêter. 2 heures après, elle était chez elle, chez le médecin. Mais je peux vous dire que ce jour-là, j'en menais pas large. Parce que j'ai vraiment vu que j'aurais peut-être pu intervenir avant. J'avais repéré des trucs, mais je n'avais pas tout vu. Et d'ailleurs, le rôle d'alerte, il peut être pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé aussi aux autres. J'en avais parlé à Jérémy. Moi, j'ai des gens qui veillent sur moi, par exemple. Et tout le monde veille sur quelqu'un, en fait. On a fait aussi des histoires de binômes comme ça. Et quand il y a une alerte, ça peut venir aussi du terrain et des autres. On a fait la même chose, Chantal, et je te remercie de le rappeler. Effectivement, on a un système de buddy chez FlexJob, c'est-à-dire que chaque personne a un buddy et qui n'est pas sur une dynamique de hiérarchie ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie, mais en tout cas qui est là pour veiller, qui est là pour éventuellement quand on se pose un certain nombre de questions, on ne sait pas trop vers qui se tourner, du coup, on a ce système-là de buddy. Comme de parrain ou de tout à fait, exactement, parrain, buddy. Merci. Mais ça va aller, hein, Agnès. Non, oui, je suis pas inquiète. C'était avoir vos retours en tant que dirigeant, quoi, parce que c'est ce que j'avais constaté en tant que salarié, mais c'est vrai qu'après trouver sa place, c'est pas si évident. C'est plus facile de voir ce qui n'allait pas plutôt que d'endosser le rôle. En tout cas, il faut questionner, il faut savoir pourquoi ça bloque, quoi. Il faut déjà bien analyser le truc, quoi. Dans les derniers participants, on est une petite dizaine. Chantal, moi, je vais vous laisser. Ouais, je suis désolée. Je dois aller. À bientôt, Chantal. Poursuivre. Merci beaucoup, Chantal. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, je sais pas, confiance, espoir et bonne humeur. Bonne humeur. Ouais. Bonne journée. Salut, Chantal. Est-ce que dans les derniers participants, on est une dizaine? Si Jérémy, tu as un peu de temps, est-ce que Rodolphe, Cyprien, Claire, Valérie, Galaxy S8 si vous avez des questions, profitez-en. Jérémy est là encore. Ou même Agnès, une deuxième question. Non. Si. Moi, je n'avais pas de questions. Du coup, j'étais en voiture, c'est plus pratique. Moi, je n'avais pas de questions. Je voulais juste vous remercier parce que je trouvais la qualité d'intervention très intéressante et le contenu très pertinent. Donc, je vous remercie. Plus de questions. Merci, Rodolphe. Super. Merci à tous, en tout cas, pour d'être venus. C'est des sujets qui sont passionnants. J'espère que ça vous a permis de regarder peut-être les sujets de manière un peu différente et puis de vous poser des questions. J'aime bien se dire que si vous êtes reparti avec plein de questions… Oui, Agnès, tu en avais une. Du coup, est-ce que la personne qui avait posé la question sur Bicorp, est-ce que ça vous évoque quelque chose du coup? Parce que j'avais ça dans mes notes et ça m'intéressait aussi. Oui, tout à fait. Alors, Bicorp, c'est un mouvement qui vient d'entrepreneurs américains et qui aujourd'hui est plutôt mondial, qui a été une labellisation, qui, je crois, en Suisse est même en train de devenir un statut d'entreprise, qui est assez proche de ce que la loi Pacte a intégré avec les entreprises à mission. Et donc, c'est vraiment un label en fait, d'entreprise qui reprend toutes les dimensions sociétales, environnementales, organisationnelles, et qui finalement estampille une entreprise responsable. Je crois que c'est de la manière la plus simple de le faire. Et il y a pas mal de critères pour ça. Et il y a un site qui est super bien fait sur les Bicorp en France. Mais c'est très, très proche de l'entreprise à mission. Voilà. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, je n'y suis pas un expert. Je sais que c'est un label qui est assez rigoureux et assez, en tout cas, qui jouit d'une certaine notoriété. Surtout que la certification n'est pas acquise d'une année sur l'autre, donc il faut toujours faire preuve. Et ce travail de continuité est assez intéressant aussi. Bon, si vous avez d'autres réactions, ou sinon on peut clôturer ce temps d'échange. Après, je Merci à tous. À contacter Jérémy, il a mis ses coordonnées dans le… Ouais, et puis n'hésitez pas sur LinkedIn, les réseaux sociaux, effectivement, pour ceux qui souhaitent, justement sur le webinaire sur J'ai choisi mon augmentation ou d'autres, n'hésitez pas. Parce que c'est aussi une période où on peut prendre du temps pour ça. Donc… N'hésitez pas exactement à regarder tous les webinaires. Et voilà, je vous réinvite à aller voir sur la Helproom sur laquelle vous êtes inscrit. Voilà, on met pas mal de contenu et on a mis en place aussi une adhésion solidaire. Donc, si jamais vous n'avez pas adhéré au Move, vous pouvez adhérer en fonction de vos capacités et on sera là, nous, pour vous écouter, pour vous accompagner le plus possible, accompagner d'experts comme Jérémy et Chantal. Bon, mais je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.